Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir bien voulu accorder nos réceptions à notre chaîne, notre réseau de communication Infogagna. Infogagna, nous le disons, nous le rappelons, est un réseau de communication international dont le champ d'action se limite seulement qu'aux ressortissants, donc au peuple. Alors c'est dans le cadre de certaines préoccupations que nous sommes venus vous rencontrer en tant que le nouveau président du conseil régional du Kabané. Monsieur le Président, notre première préoccupation est de savoir, vous êtes aujourd'hui le nouveau président du conseil régional du Kabané. Vous avez été investi il y a seulement que quelques heures, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, quelles sont vos priorités pour le reste du temps de votre mandat? Ok, vraiment merci, Monsieur le Président. Bien, qu'est-ce que je peux dire? Infogagna DG. Voilà, le DG d'Infogagna. D'abord, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait, puisque en si peu de temps, vous avez tout fait pour vous rendre incontournable par votre présence sur le terrain, par le fait que vous êtes aujourd'hui un vecteur de communication qui permet véritablement d'affirmer le peuple. Donc, je tiens à vous remercier. Tout à l'heure, vous avez dit que votre champ d'action ne se limite qu'au peuple. Non, en réalité, le fait, c'est pas parce que vous parlez seulement qu'au que votre champ d'action se limite qu'au peuple. Votre champ d'action, c'est vrai, vous avez une cible que le peuple, mais derrière Infogagna, derrière le peuple, c'est toute la Côte d'Ivoire, puisque ce qui préoccupe le peuple préoccupe la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que la question que vous me posez, je ne saurais la répondre sans véritablement avoir une pensée pieuse pour le ministre Dagobert Banzo. Le ministre Dagobert Banzo nous a fait confiance bien avant avril 2013, où nous avons été sur la même demandé de l'accompagner pour cette ambition afin de pouvoir participer au développement du Kabané. Il a bien voulu nous confier la première vice-présidence et nous avons toujours été son homme de main et nous le sommes aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous n'avons pas d'autres projets, nous n'avons pas d'autres priorités, nous n'avons pas d'autres défis, nous n'avons pas seulement le seul programme que nous avons, c'est le programme que nous a légué le ministre Dagobert Banzo. Quel est ce programme? D'abord, vous savez, quand on parle du foncier, on parle de la crise du Guandébé, mais il faut faire peut-être un parallèle pour savoir que la crise a eu lieu au lendemain de la mort du ministre. Quelle coïncidence quand on sait que ce monsieur s'est battu toute sa vie pour parler du foncier, en tant que député, en tant que ministre, en tant que président du conseil régional. Il avait même édité des outils. Il a fait des livres pour parler du foncier. Il avait alerté, il a été un lanceur d'alerte pour dire on court une crise, une bombe qui est là. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis tué. Deuxièmement, le ministre Dagobert Banzo a toujours pensé que pour résoudre les problèmes du foncier, il faut mettre les gens au travail. C'est pour cela, dès le début de notre mandat, très tôt, nous avons lancé un vaste programme d'installation de jeunes avec 1500 hectares de VA, des milliers d'hectares de cacao, des viviers. On a fait tout cela parce qu'on a pensé que le jeune qui est au travail est loin des vices. La loisibilité est belle de toutes les vices. Celui qui ne fait rien, c'est sûr qu'il peut faire autre chose qui n'est pas catholique. Né à Théon, le ministre Dagobert Banzo s'est retrouvé dans les plus grandes écoles du monde. Vous connaissez son parcours, brillant élève, mais c'est dans la bourse de Théon, à quelques kilomètres du Libéria. Et c'est fort de cela donc que le ministre Dagobert Banzo a pensé qu'il fallait que l'école soit au cœur de nos projets. Et nous avons lancé un programme de 16 collèges. De 16 collèges. En réalité, c'était de permettre à chaque canton d'avoir un collège. Vers chez toi, nous avons le collège de Doké. Vous avez le collège de Théon et de Tiboké. Le collège des Zerglo. À Guiglo, vous avez le collège de Bétiguazon, de Karadé, de Mizaou, de Zoro et de Goya. Je n'ai pas sauté tous ces collèges. Donc,
Mais en partant, le ministre Banzo, au-delà de nous donner des projets, a mis toute la couverture budgétaire pour que nous puissions terminer. Donc, nous n'avons pas autre défi. C'est faire ce que le ministre a voulu faire et qu'il a commencé à faire, c'est terminer le programme qu'il a voulu faire. Aujourd'hui, que ce soit la santé, que ce soit les routes, mais la priorité que nous avons pensé, c'était vraiment l'éducation. On veut donner un certain niveau d'éducation à nos parents, à nos élèves, à nos enfants, afin que demain, oui, ils puissent avoir une relève plusieurs Dagobert Banzo. Ils puissent avoir une relève plusieurs Gossé Marcel. Ils puissent avoir une relève plusieurs Oulaye Hubert. Ils puissent avoir une relève plusieurs Anne Loto. Voilà ce que nous voulons faire. Mais nous n'avons pas à nous à réfléchir. Il faut mettre en application ce que nous avons commencé sous l'égide du ministre de l'Organisation. Merci, Président. La seconde question, elle sera toujours posée, même si quelque part vous avez essayé d'en parler un peu, mais quelle est véritablement la place de la jeunesse dans votre programme? Ben, d'abord, vous savez, moi-même, je crois que je n'ai pas dit mon âge, mais je suis quand même jeune. Et nous savons très bien que la priorité aujourd'hui de toute l'éducation, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, nous venons donc de faire notre plan triennal où une grande partie du budget a été consacrée à la jeunesse. À la suite, bien avant ça d'abord, je vous ai parlé de tous les projets que nous avons faits. Aujourd'hui, nous sommes maintenant peut-être à la 600, ça fait chaque année on donne 200 permis de conduire. Nous sommes à la 4e année, ça fait peut-être plus de 800 personnes qui ont un permis de conduire. Parce que le permis n'est pas seulement pour eux, c'est un outil de travail. Quand nous avons aujourd'hui instauré un fonds de garantie de 100 millions, où pour l'instant nous avons déjà versé 40 millions et que nous avons couvert les 60 millions, afin de permettre aux jeunes de faire des projets. Nous avons la plateforme des services que vous avez à Guiglo, où nous sommes les plus grands bailleurs de fonds. Aujourd'hui, nous allons augmenter le budget afin de permettre de pouvoir faire l'installation des jeunes. Quand vous allez à Guiglo et que vous allez vers l'aéroport, vous allez voir que nous avons créé deux sociétés. La société de tilapia du Cavalli et la société des tomates du Cavalli. C'est des tomates hors sol qui sont faites par des jeunes comme en Italie, où véritablement, quelle que soit la période, à Guiglo aujourd'hui, quelle que soit la période, vous avez des tomates. Vous avez des piscicultures, ça nous l'avons développé. Nous avons un champ école où nous formons des jeunes et nous donnons des kits pour s'installer. Voilà un peu ce que nous pensons faire pour les jeunes. Aujourd'hui, on va aller au-delà. Nous allons lui obliger quelques fonds afin d'accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat. Vous tombez bien, vous avez vu ça? Êtes-vous un futur entrepreneur? Ce n'est pas pour moi. Trouvez votre idée d'entreprise. Ce n'est pas pour moi, j'ai dans mon entreprise. Étudiez votre marché, élaborez votre stratégie commerciale. Parce que ce kit-là, nous avons pensé que nous avons sélectionné une centaine de jeunes dans le Cavalli qu'on va former à l'entrepreneuriat. Donc j'étais tout à l'heure avec un cabinet qui nous a donné ces différents documents afin de pouvoir préparer déjà ces formations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire, mais comment faire? Et nous voulons donner des outils à ces jeunes pour être formés à l'entrepreneuriat. Et il y aura 100 jeunes qu'on va former à l'entrepreneuriat, mais on ne va pas se limiter qu'à là. Ils vont sélectionner leur projet et nous allons chercher à les aider avec des fonds du budget, mais surtout avec certains partenaires qui sont prêts à nous aider. Donc, c'est vrai, vous tombez directement, c'est pas Wilson. C'est pas moi qui vais être entrepreneur à cet âge-là. Tout à fait. J'ai déjà mon entreprise. Donc, c'est vraiment pour les jeunes que nous sommes vraiment intéressés et nous pensons que très bientôt, nous allons faire des entrepreneurs. En tout cas, merci bien, Président. Nous pensons bien que la jeunesse occupe vraiment une place de choix au cœur de vos préoccupations. Et nous allons directement sur la question du GUNTP qui a secoué votre région. Alors, ce qu'on voudrait vous poser comme question, quelle analyse vous faites de la crise du GUNTP qui a secoué votre région? Ah oui, mais ça, vraiment, le contraire allait m'étonner que nous n'avons pas une question sur le GUNTP. Ok? Vous savez, la crise qu'on a connue, qui a eu son lot de son cortège de morts, de disparus, de déplacés, c'est une crise qu'on n'aurait pas vraiment dû la connaître. En réalité, ce que je peux dire,
lorsque, dans la situation que nous avons connue, où nos parents, pendant 30 ans, ont respecté le mot d'ordre du gouvernement, en pensant que la forêt, au-delà d'être classée, était sacrée et qu'il ne fallait pas véritablement la violer. Quand vous voyez que, à un moment donné, ce que vous avez préservé est saboté, ça peut créer de la révolte. C'est pour cela que j'ai une image qui m'est venue en tête, là, une analyse que j'ai faite, ou du moins c'est une image. Il y a 30 ans de cela, quelqu'un est venu dans le village et il a vu que le village était riche. Et il a compris que tout le grenier qu'on avait, on ne pourrait pas l'exploiter maintenant. Même si on veut, on va faire du gaspillage. Parce que dans 30 ans, on peut avoir faim. Il a bien demandé aux villageois de réserver une case remplie de riz, remplie de vivres, remplie de nourriture. Et il a dit, suivez cette case-là. Je ne veux pas que vous rentrez pour la simple raison que ça va vous permettre de pouvoir, dans l'avenir, avoir de quoi manger. Pendant 30 ans, nos parents sont restés devant la case. Ils ont surveillé la case. Ils n'ont même pas voulu que de leurs enfants y partent. 30 ans après, sachant la sécheresse arriver, ils ont voulu aller prendre un peu dans la case pour pouvoir venir manger. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils se rendent compte que la case qu'ils ont gardée depuis 30 ans, en réalité, derrière cette porte-là, il y avait une grosse porte qui était ouverte pendant 30 ans et les gens se servaient sans qu'eux ne sachent. Voilà un peu ce que nous avons vécu. Et au moment donc, le grain de riz qui est tombé, les quelques rares parties qui restaient, lorsqu'ils voulaient les prendre, les gens ont dit non, on ne peut pas partager avec vous. Voilà l'image que j'ai. Nos parents ont protégé la forêt sacrée. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que pour eux, un peu forestier connaît la valeur de la forêt. La forêt n'est pas seulement un aspect alimentaire, la forêt est un aspect culturel. Nos parents, nos ancêtres y ont été enterrés. C'est là-bas se trouve le mal de nos ancêtres, les esprits, les eaux que nous vénérons. La forêt, c'était le patrimoine. C'est véritablement notre passé, notre présent. Et quand nous voyons ça, et que c'est vilipendé, quand vous allez à l'Est, on ne parle pas de forêt classée, on parle de forêt sacrée. Dans tout l'Est, mais c'était parce qu'en réalité, c'était l'aspect sacré qui faisait qu'on respectait la forêt. Mais quand la forêt devient sacrée pour une partie et qu'elle est désacralisée pour l'autre, ça pose un problème. Au-delà de ça, je pense qu'il faut trouver des solutions en profondeur. Au-delà même du foncier, la forêt classée, qui est du domaine de l'État, il faut le dire. Mais c'est comment mettre nos populations au travail, sur même les forêts villageoises. Afin que nous puissions valoriser et tout le monde puisse profiter notamment de la forêt, afin que les richesses soient partagées. La crise que nous avons connue, je peux dire, tire sa source peut-être dans le fait que nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Je vais vous dire une chose. J'entends souvent dire que les peuples est paresseux. Quand vous allez avant un Mankono, vous avez Nyansambli. C'est des Webers, mais c'est eux qui travaillent. Vous allez à Boisseau, tous les travailleurs dans les plantations des palmiers, c'est des Guénés. C'est eux qui travaillent. En réalité, toute diaspora est travailleur. Ça, c'est comme ça. Quand vous allez à Boaké, quand vous allez dans certains villages baoulés, vous n'allez pas trouver de travailleurs. Mais c'est à nous, en tant que cadres, aujourd'hui élus, nous devons apporter un cadre de nos populations. Quand vous voyez des gens qui ne s'en font pas que nous, c'est parce qu'ils sont encadrés. Celui qui a sa plantation certainement accadée, mais peut-être n'est qu'un travailleur, il est soutenu par un cadre de chez lui. C'est pour cela qu'il faut qu'on revienne nous-mêmes en tant que cadre, qu'on arrive à soutenir nos parents. Pour ce qui nous concerne, conseil régional, mais nous avons mis en priorité la valorisation de nos terres, le développement humain, et c'est pour cela que nous avons fait tous ces projets de cacao aujourd'hui. Nous sommes en phase de distribuer encore 1000 hectares de cacao.
Nous avons lancé des projets importants, le manioc et le maïs. En fait, nous avons beaucoup de projets pour mettre nos parents au travail. Et si nous sommes au travail, je pense que la crise du Bouindébé sera très loin de nous. Voilà un peu ce que je peux dire, mais parce que je voulais éviter de faire un commentaire sur la décision du gouvernement, qui pour moi est une décision sage et que nous encourageons. Mais comment ça va se développer, pour l'instant, tous nous attendons le gouvernement, que le gouvernement communique, que nous ne fasse pas de choses. Mais ce que je peux dire, dans cette crise, il faut reconnaître qu'il y a une dame qui s'est battue pour le peuple, qui a rassemblé tout le monde. Moi qui vous parle, je n'étais pas forcément, je peux dire, un proche de Banouloto. Mais la crise nous a montré qu'en tant que cadre, nous devons nous mettre ensemble. Et ça nous a montré, ça nous a permis de savoir qu'elle a affirmé son leadership. Elle a permis véritablement, je peux dire aujourd'hui, s'il y a du calme, c'est grâce à elle. Elle nous a mis ensemble, elle nous a donné la méthode, elle nous a soutenus. Donc je tiens sincèrement, moi je parle de Fogayan, à la remercier pour ce qu'elle a fait et qui a permis que nous soyons aujourd'hui ensemble pour pouvoir régler la crise, même au-delà. Même au-delà. Alors justement, Président, nous revenons sur notre dernière préoccupation. Vous avez déjà répondu, mais on reviendra un peu dessus. L'État a décidé de déguerpir tous les occupants de la forêt de Bouindébé. Pensez-vous que cette décision est tenable ou est faisable? Mais l'État a ses moyens. L'État a ses moyens. Il faut se situer dans l'espace et dans le temps. D'abord, c'est déjà une bonne idée. Vous savez que si vous allez chez quelqu'un, vous avez votre maison. Vous arrivez, vous trouvez que la maison est occupée par quelqu'un. Et puis on vous dit, bon, c'est pas grave, par solidarité, il faut partager. On va voir comment est-ce que... Et puis, la maison qui a 4 chambres, un salon, le monsieur a déjà 3 chambres. Mais si vous voulez discuter, il faut que le monsieur sorte pour voir, pour que vous sachiez être sûr d'avoir plus d'une chambre. Mais si le monsieur est à l'intérieur et que vous devez partager, c'est pas évident que vous ayez même la chambre seule. Mais si on se retrouve avec 4 chambres salon, déjà, on peut commencer à négocier. Je ne dis pas que c'est ça, mais je n'ai pas dit que c'est ça, mais il faut réfléchir. Ok, Président, on va définitivement tirer à la fin. Aujourd'hui, il y a une interdiction, bien sûr, de la vente de la forêt et de la terre. Mais on parle de vente illégale de terrain, de vente illégale de forêt. Mais il y a aussi le problème qui existe. L'État de Côte d'Ivoire a donné un temps à la population de pouvoir se procurer du certificat foncier et du titre foncier. On sait aujourd'hui que ces deux documents sont vraiment très coûteux. Est-ce que vous avez une politique dans ce sens-là pour pouvoir aider nos parents à s'approprier le certificat foncier et le titre foncier? D'abord, je tiens à dire une chose, qu'aucune région, aucun conseil régional ne peut financer. Comme vous l'avez dit, c'est coûteux pour nous parce que c'est vaste. Donc on ne peut pas avoir ça comme programme. Par contre, il faut savoir une chose, qu'il y a un financement des bailleurs de fonds extérieurs avec l'Union européenne. Aujourd'hui, dans le cadre de comment dirais-je, ce programme-là, qui a commencé même à tourner plus. Donc aujourd'hui, le financement est là pour aider les parents à pouvoir notamment faire l'immatriculation des terres. Et c'est pourquoi j'ai dit j'en appelle le cadre. C'est peut-être coûteux pour nos parents qui sont au village, mais si nous tous en tant que cadre dans une famille, c'est 40 000 francs, on nous dit l'hectare, oui, si nous en tant que cadre, on peut se mobiliser pour le faire. Je vais vous dire la vérité. Quand vous allez à Sikinsi, c'est les populations elles-mêmes qui ont fait. C'est les cadres qui sont mobilisés pour le faire. Mais il est important que nous-mêmes on se mobilise et que chaque cadre puisse même penser à avoir un hectare de cacao. Si on arrive à ce stade-là, vous allez voir que ça va avancer. Pourquoi c'est chez nous seulement que ce problème se pose? Et que peut-être ailleurs, mais nous, cadres, en tant que tel, il faut qu'on aide nos parents. Il faut qu'on aide, mais en tout cas, les causes, l'État est en train de s'en occuper. Merci, Président. Nous sommes à la fin de notre interview. Si vous avez un dernier mot à dire. Non, c'est moi, je tiens à remercier Fogayan, mais surtout, je tiens à rassurer la population de Cavali. Vous savez, quand vous succédez à un homme d'État, un homme
d'une certaine carrure intellectuelle, à un homme qui a une dimension internationale, à un homme qui a un carnet d'adresse pas possible, tout le monde peut s'inquiéter. Vous dire, est-ce que ce jeune homme-là peut nous apporter ce que Manzo nous apportait? Je pense qu'une chose que nous n'avons pas la prétention de pouvoir être à la hauteur du niveau d'Abobé Manzo, mais nous avons été à son école, et nous avons appris, et il nous a formés, et il nous a légué ce qu'il devait faire pour le cavalier. En tout cas, et nous pensons que nous allons tendre, même asymptotiquement, vers ce qu'il voulait faire, afin de pouvoir apporter le bonheur à la population. Et c'est dans ce cadre-là que je me situe, c'est de pouvoir véritablement honorer la mémoire de mon père politique, mon parrain politique, mon père spirituel, c'est lui qui véritablement m'a mis, qui m'a façonné. La seule manière de l'honorer, c'est de terminer le chantier qu'il a commencé. Et ça, c'est un défi pour lequel, véritablement, je m'engage. Merci. Merci, Président. Info Gagna était dans les locaux du Conseil régional du Kabylie. Nous avons été reçus par le nouveau président du Conseil régional du Kabylie, M. Marius Bouessard. Merci, Président.